Franchement, hein, quand j'ai entendu cette histoire, j'ai dit je suis obligé de le raconter. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du plus grand bandit de l'histoire du Far West? Celle de Robert Leroy Parker, plus connu sous le nom de Butch Cassidy. Son histoire, elle démarre au début des années 1880. C'était il y a longtemps, mais c'était pas si longtemps que ça. En vrai de vrai, quand on regarde. Il avait que 14 ans, il était loin de se douter qu'elle se terminerait 30 ans plus tard, à plus de 10 000 km de l'endroit qu'il a vu naître, sur un autre continent. Et il pouvait pas savoir, même moi je sais pas où est-ce que... Toi aussi tu sais pas où tu vas mourir, c'est pareil. Nous sommes au début des années 1880, lorsqu'il va quitter son domicile familial à l'âge de 14 ans, en quête de nouveaux horizons, bien évidemment. Il commence donc par chercher du travail pour se faire un peu d'argent, ce qui est logique. Au début il était là, il vagabondait de ranch en ranch, en enchaînant les petits boulots honnêtes, loin d'une vie de malfrats, de voyous, de délinquants, de futurs prisonniers fugitifs. C'est une rencontre qui va faire basculer son destin. Notre petit Robert, en arrivant dans un ranch, se lie d'amitié avec un certain Mike Cassidy. Mike Cassidy, c'était un éleveur de vaches laitières qui s'était forgé une réputation de voleur de bétail et de chevaux. Bravo! Quelle éducation nous donnons à nos enfants! Bon, c'est vrai que de nos jours, c'est un peu compliqué de s'imaginer des personnes en train de voler des chevaux, des vaches, des moutons et des... Quoique les moutons, c'est les musulmans, hein, c'est des voleurs, non? C'est toujours de la faute des musulmans! Même là! Même chez les cow-boys! Reprenons notre histoire. À cette époque-là, c'était un délit très courant de voler du bétail et des animaux. Donc Mike Cassidy s'est forgé une réputation dans ce magnifique petit domaine de voleur de bétail et de chevaux. Et notre Mike Cassidy va rapidement devenir le mentor de Robert en lui enseignant le métier de voleur de chevaux. Un peu comme Robin et Batman, sauf que là c'était dans le banditisme, c'était pas dans faut sauver la ville. Là c'est faut tout arracher dans la ville. C'était l'inverse. Après pour Robert c'était cool parce qu'il tenait enfin un ami et un mentor, mais à cette époque-là il était très loin de se douter que ces petits larcins le conduiront à devenir l'homme le plus recherché des États-Unis. Ça y est, c'est l'heure pour Robert, notre petit adolescent, de quitter Mike Cassidy, une personne qui marquera à jamais l'esprit de Robert, et qui d'ailleurs restera gravé dans sa mémoire jusqu'à ses derniers instants. Il quitte alors l'Utah pour le Wyoming, et là, il va faire encore une rencontre incroyable qui va marquer son histoire. Il rencontre que des gens qui marquent son histoire. Moi, je rencontre que des gens qui... Je me rappelle plus carrément. Mais lui, c'est que des gens qui marquent son histoire. Et cet homme, ça va devenir le deuxième mentor de Robert, c'est un boucher. On n'a pas plus d'informations sur lui, si ce n'est qu'il le marquera tellement que dans son nom, son prochain nom, ce n'est plus Robert Leroy Parker, mais Butch Cassidy. Butch de Butcher en anglais qui veut dire boucher et Cassidy de Mike Cassidy. Et aujourd'hui, il a dans son pseudo ses deux mentors et il peut commencer à être le plus grand bandit du monde. Formé par deux mentors qu'il portera dans son pseudo pour le restant de ses jours. D'un côté, on a l'éleveur de vaches qui vole des animaux, puis de l'autre côté, on a le boucher qui découpe tout. Il découpe tout. Les deux, s'ils s'étaient rencontrés, ça aurait été une fusion incroyable. Et Mike Cassidy serait venu juste pour manger, lui, c'est tout. Voilà, on a le découpeur, on a le voleur. Tiens, bismillah, délicieux. Mais c'est en 1889, alors âgé de 23 ans, que naît réellement l'homme qui entrera dans l'histoire plus connue sous le nom de Butch Cassidy. Il vit alors depuis 2 ans dans la ville de Telluride, dans le Colorado, où il se lie d'amitié avec Warner et Thomas McCarthy. Deux malfrats spécialisés dans le pillage de trains et le braquage de banques qui vont eux aussi former Robert au crime. Je pense que c'est à cause de lui qu'on a créé la phrase « Faites attention à vos fréquentations » et tout, parce que c'est pas possible de rencontrer que des gens qui te ramènent dans les ténèbres en fait. Du coup, ce trio, accompagné d'un quatrième homme dont on ignore l'identité, ont décidé d'aller braquer la banque de San Miguel Valley à Telluride le 24 juin 1889, dérobant 21 000 $. Avant de s'enfuir, bien évidemment, dans une planque isolée dans le sud-est de l'Utah. Donc l'Utah, c'est un état. Et dites-vous que pour ce braquage, ils ne seront jamais identifiés. 21 000 $ dans la poche. Je doute que celui-là, il va aller travailler après ça, hein. Eh bien, pas loupé. Robert investit son argent dans un ranch. Et il rencontre même une femme, elle aussi hors la loi, avec qui il a une liaison tout en enchaînant les vols et les larcins. Pour ceux qui ne connaissent pas la définition de larcin, c'est des vols sans commettre de violence. En gros, c'est des petits vols tranquilles, quoi, voilà. Après, 21 000 $, c'est pas un petit vol. Mais les larcins, c'est un petit vol. Mais 21 000 $, c'est pas un petit vol. Mais je pense que lui, son destin, il était tracé bien avant. Même sa femme, il la rencontre, c'est une hors-la-loi. Eh, je veux bien une personne, 2, 3, 4. Allez, vas-y, tu prends 21 000 $. Et la femme que tu rencontres, c'est une hors-la-loi aussi. Oh, wesh. Et 5 ans plus tard, en 1894, c'est le drame. Robert se fait arrêter pour vol de chevaux et raquettes de fermier. Bel hommage à son premier mentor, Mike Cassidy. Je vous ai dit, c'est dans la lignée de la formation. Il purge donc une peine de 18 mois et il est relâché en 1896 à une seule condition promise au gouverneur, ne plus jamais commettre de crime. Non pas dans sa ville,
non pas dans sa commune, mais dans son état. Et Butch Cassidy, alias Robert Leroy Parker, respecte son pacte. Et pas du tout, il crée un gang et l'appelle la Horde Sauvage et il va piller et braquer tout ce qu'il y a sur son chemin pour rappeler au gouverneur que je ne vais pas du tout respecter mon engagement envers toi et je veux me venger de ces 18 mois que j'ai perdus. Petit aparté, Robert il a une liaison avec la sœur de la femme avec qui il entretenait une relation. Voilà, je vous donne cette information, vous la prenez, vous en faites ce que vous voulez. Et c'est avec la Horde Sauvage, alias The Wild Bunch, que Robert va forger sa réputation. Il se lie d'amitié avec un certain Leigh, qui restera son plus grand confident jusqu'à leur tragique séparation. 1896, braquage d'une banque dans l'Idaho, vol de 7000 $. 1897, pillage d'un train transportant la paye de la Pleasant Valley Coal Company, duquel il tire encore 7000 $. Et là vous vous dites sûrement, mais en 2 ans, ils ont fait que 2 coups? C'est mal connaître notre Butch Cassidy, pas du tout. C'est juste qu'en fait, entre temps, il a fait beaucoup de pillages et de larcins. Mais voilà, faut pas spécifier, c'est des vols avec non-violence, on va pas... Voilà. À partir de ces 1000 $, on commence à... Mais sinon, en dessous, c'est bon. C'est une vie tout à fait normale pour lui. Et à force d'enchaîner les pillages et les larcins dans de nombreux états des États-Unis, il y a Sundance Kid, alias Kid, qui va rejoindre le groupe. Et qui va devenir très rapidement un des meilleurs amis de Robert. Et c'est le 2 juin 1899 que le groupe va entrer dans l'histoire. Ce jour-là, ils ont décidé d'aller piller les passagers du train de l'Union Pacifique, duquel ils tirent la somme colossale pour l'époque, 60 000 $. 60 000 balles! 60 000! Il a pris 7 000, il a pris 7 000, des petits vols par-ci, des petits vols par-là, d'un coup, bam, 60 000! Nous, on est là à la SNCF, on veut juste qu'ils arrivent à l'heure. Eux, ils avaient des trains, ils les prenaient et ils prenaient 60 000 avec le train et les animaux autour. Et après, le boucher, il leur coupait la tête. Sauf que là, c'est la goutte de trop et les hommes de la Horde Sauvage deviennent les hommes les plus recherchés des États-Unis. Oui, des États-Unis, parce qu'en fait, ils faisaient ça dans tous les États. Vous vous en doutez bien, une chasse à l'homme débute avec à la baguette les plus grands marshals et les shérifs de l'époque. Vous voyez, les personnes les plus réputées du monde. Tu te dis, waouh, lui! Comme quand tu vois... J'ai pas d'exemple, ça s'arrête là, voilà, j'ai pas d'exemple. Étant donné qu'ils ont recruté les shérifs et les marshals les plus célèbres de l'époque, vous pensez qu'ils les ont attrapés en combien de temps? Essayez de deviner. 24 heures? Un mois? Un jour? Eh bien, la bonne réponse était aucun jour, 0. En fait, ils les ont jamais attrapés, ça n'a servi à rien du tout. Et pour les narguer, ce qu'ils ont fait, ils ont continué de piller et de braquer tous les États. Sauf que durant l'un de ces pillages, Leigh, le confident de Robert, va tuer le shérif Edward Farr et son adjoint, mais il n'arrive pas à s'enfuir et du coup il est arrêté et condamné à la prison à perpétuité. Du coup là, Robert il se dit bon bah, mon ami Leigh il s'est fait attraper, je vais essayer de négocier. Donc il essaie de se rapprocher du gouverneur de l'Utah, donc c'est une ville aux États-Unis, et de l'Union Pacifique. Essayer de négocier l'amnistie de Leigh pour qu'il soit libéré, parce que perpétuité c'est long. Voilà, et nous on a des trucs à braquer quoi, ce serait cool qu'ils sortent avant quoi. Enfin voilà, sortez-le s'il vous plaît. Sans succès, bien évidemment ils ont refusé. Après c'est pas comme s'il avait tué un shérif avec son adjoint, ils allaient pas lui dire bon bah ok, on accepte. Libération avec le bracelet. Ah non, il y a pas d'électricité, pas possible. On est en 1880. Non, tu restes en perpétuité. Du coup, Robert était triste, très triste, et il décide de déposer les armes. Et pas du tout. Il va braquer encore un train de l'Union Pacifique dans la même ville, ce qui fait que ça ferme les portes à Leigh et il va complètement rester à vie en prison. Et tu ne pourras plus négocier pour ton ami. Tu te fous de nous. Là, tu refais la même chose dans la même ville. T'as pas fait semblant d'aller dans une ville à côté, dans la même ville. T'as braqué le même train. Mais t'es fou! Mais t'es fou! Mais t'es fou! Mais t'es fou! Du coup, bah, tous les espoirs de la libération de Leigh partent en fumée. Au cours des 2 années suivantes, portées par la vengeance de l'emprisonnement de son confident Leigh, Robert, avec la Horde Sauvage, enchaîneront les casses du siècle. 32 640 $ braqués à la First National Bank. 60 000 $ pillés une nouvelle fois à un train de l'Union Pacifique. Mais qu'est-ce qu'ils doivent les détester? En gros, ils sont ensemble, comme si c'était un partenariat, mais juste pour les soulever. On va vous soulever, on est en partenariat avec vous, juste pour vous soulever tout le temps. Voilà, et on est payé. Ben, c'est logique, on vole tout en fait. Malheureusement, les fusillades qui feront de nombreux morts des deux côtés se multiplient entre la Horde Sauvage et les autorités, et du coup, elles vont multiplier les moyens et les hommes pour mettre fin à leur cavale. Et c'est en décembre 1901 que 2 têtes d'affiche de la Horde se font capturer et une de plus se fait exécuter par le shérif Elijah Bryant. Cette fois-ci, la Horde Sauvage est touchée au cœur de sa force.
Robert, ainsi que Sundance Kid et sa femme, sont contraints de fuir. Ils changent de nom, se rendent à New York et prennent le large pour Buenos Aires, en Argentine. En regardant le rivage s'éloigner sans le savoir, c'était la dernière fois de leur vie qu'ils verraient les États-Unis. Cette fois-ci, bien évidemment, ils vont se calmer. Et pas du tout, ils vont complètement braquer une banque et vont se permettre de faire le casse du siècle en prenant 100 000 $. Ça fait beaucoup de ranch pour le petit Robert là. Il en avait investi un, là il peut en prendre 4-5. Hein. Et là, dites-vous qu'une coalition se met en place pour pouvoir arrêter les deux hommes. Ça veut dire que tous les pays, ils ont réuni leurs forces et leur puissance pour dire ces deux-là, il faut qu'on les monte en l'air. En apprenant cela, c'est tout à fait légitime, ils décident de faire profil bas, et pas du tout, ils se permettent d'aller faire un dernier petit braquage en allant chercher 12 000 pesos, et après en prenant la fuite direction la Bolivie. Une fois bien arrivés sur place, Robert et Sundance Kid s'installent dans un ranch, et Robert semble pris de remords et il décide d'écrire une lettre à ses amis. J'ai trouvé l'endroit que je cherchais depuis tout ce temps. Mon Dieu, si je pouvais revenir 20 ans en arrière, je serais si heureux. Si je ne m'écroule pas, je vivrais ici pour le restant de mes jours. La fin d'une aventure ? Peut-être pas. 3 ans plus tard, le 3 novembre 1908, un pillage de train est signalé par 2 Américains à Vincent en Bolivie. Sauf que malheureusement, 3 jours plus tard, les soldats cernent la maison de ces 2 fameux Américains qui ont braqué ce fameux train. Et une fois que les soldats ont cerné la maison des 2 Américains, pendant une accalmie, 2 coups de feu sont entendus. Mais les soldats n'avaient pas confiance. Ils se sont dit c'est bizarre ce petit traquenard là, donc ils ont cerné la maison, ils l'ont gardé en joue jusqu'au lendemain, et une fois qu'ils sont rentrés dans la maison, ils ont vu 2 personnes qui se sont suicidées. Une personne d'une balle dans la tempe et une autre d'une balle dans le front. Et ce serait donc là que serait mort Robert Leroy Parker, plus connu sous le nom de Butch Cassidy. Ou peut-être pas, parce que figurez-vous qu'en 1991, plus de 80 ans plus tard, l'ADN du présumé Butch Cassidy ne donna aucune correspondance avec sa famille. C'est pas un truc de vous, les frissons? Du coup, vu qu'on tient sa famille, autant leur poser la question, et sa sœur Lula affirmera qu'il est revenu aux États-Unis et qu'il a vécu plusieurs décennies et qu'il est mort en 1937. Oh, ce truc de fou, ce rebondissement! C'est pas un rebondissement de fou, il est pas mort en fait. Il est revenu aux États-Unis, il était là, il était tranquille avec son argent, il a vécu plusieurs décennies. Et le dernier rebondissement, c'est en 2011, un collectionneur de livres tombe sur un manuscrit titré Bandit invincible, The Story of Butch Cassidy, publié en 1934, soit 26 ans après la présumée mort de Robert. Et le pire c'est quoi ? C'est que dans ce même manuscrit, il y a écrit que c'est une autobiographie écrite par Robert lui-même, dans lesquels des détails frappants sont évoqués. En gros, il n'y a que lui qui pouvait être au courant de ces détails, c'est pas un truc de fou! Comme par exemple, un jour, il y a Butch Cassidy qui a refusé une poignée à un juge dans le bureau du juge. Aucun témoin. Et dites-vous qu'on trouve une correspondance dans les archives de l'État du Wyoming mentionnant la mauvaise foi de Butch Cassidy durant un procès et son rejet face aux avances amicales de l'un des juges. Et ce qui intrigue tout le monde, c'est comment quelqu'un d'autre que Robert aurait pu avoir connaissance de tels détails et les écrire 26 ans plus tard. Je perds mes mots. 26 ans après sa mort. C'est comme ça que la vie mouvementée de l'imprenable Robert Leroy Parker, alias Butch Cassidy, fait encore parler un siècle plus tard. Le petit fermier d'un village de l'Utah a-t-il fini, après 3 décennies de coups d'éclat à travers le monde, par regretter pour finir ses jours calmement, comme le laisse penser une de ses dernières lettres? Ou est-il mort le 6 novembre 1908 dans cette fameuse fusillade en Bolivie? Le mystère demeure entier.